Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la réabsorption au niveau du tubule contourné distal et des canaux collecteurs. Nous allons aussi parler de la sécrétion et des voies excrétrices de l'urine. Alors, la réabsorption dans le tubule contourné distal et dans les tubules collecteurs. La réabsorption de sodium, de Cl- et de l'eau va continuer dans les cellules du tubule contourné distal grâce au sein porteur Na+Cl-. Toutefois, un ajustement définitif sous contrôle hormonal du volume de l'urine va s'effectuer dans les dernières parties du système tubulaire. Ainsi, afin de maintenir une balance sodée et hydrique exacte, une réabsorption extrêmement précise et régulée de sel et d'eau va se produire dans la dernière partie du tubule contourné distal et dans les tubules collecteurs sous l'action de deux hormones principales, soit l'hormone antidiurétique, l'ADH, et l'aldostérone. Alors, on va commencer par l'aldostérone. L'aldostérone est une hormone sécrétée par le cortex surrénalien de la glande surrénale. Les glandes surrénales, ils se retrouvent au-dessus des reins. Alors, l'aldostérone, elle va accroître la réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium. L'eau va être réabsorbée en même temps que le sodium par osmose. Donc, si la concentration en Na+ dans le sang diminue, cela va stimuler au niveau de la cortico-surrénale l'aldostérone. L'aldostérone se fixe sur ses récepteurs au niveau du rein et elle va commander la réabsorption de Na+, et l'excrétion de K+, l'eau étant réabsorbée en même temps que le sodium. Alors, en l'absence d'aldostérone, les ions Na+, dans les tubules collecteurs ne vont pas être réabsorbés. Ils vont passer par conséquent dans l'urine et vont être excrétés. Donc, dès que la concentration en Na+ dans le sang augmente, suite à la réabsorption rénale du sodium, d'accord, cela va inhiber la sécrétion de l'aldostérone au niveau de la cortico-surrénale. Donc, l'aldostérone, elle va surtout contrôler la concentration sanguine en ion Na+. Alors, l'ADH ou la vasopressine, alors ici, on a d'accord un schéma qui montre l'hypothalamus avec les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires, la tige pituitaire et on a l'hypophyse avec ses deux lobes, le lobe antérieur et le lobe postérieur. Alors, l'ADH, c'est-à-dire l'hormone antidiurétique, ou la vasopressine va réguler la réabsorption d'eau, notamment la réabsorption facultative d'eau dans la dernière partie du tubule contourné distal et dans les tubules collecteurs. Alors, l'ADH est une hormone synthétisée par l'hypothalamus est stockée dans la post-hypophyse. Elle est synthétisée au niveau de l'hypothalamus par les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires. Elle passe au niveau des terminaisons synaptiques qui font synapse avec le système porte-hypophysaire et elle est déversée au niveau sanguin au niveau de la neurohypophyse. Donc ici, vous voyez les corps cellulaires des neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires où la DH est synthétisée.
d'accord? Elle va être véhiculée au niveau des axones, elle va passer par la tige pituitaire. Les terminaisons des axones font des synapses avec le vaisseau sanguin, le système porte-hypophysaire, d'accord? Alors, la sécrétion de l'ADH est régulée principalement par l'osmolarité du milieu intérieur. Les osmorécepteurs sont situés au niveau de l'hypothalamus. Donc, au niveau des deux noyaux, d'accord, hypothalamiques, on a des récepteurs qui vont détecter l'osmolarité, d'accord? Donc, la sécrétion de l'ADH, elle est régulée par l'osmolarité, d'accord, du milieu intérieur. Alors, quel est l'effet de l'ADH? Alors, par exemple, lors d'une diminution de l'osmolarité, lors d'une hyperhydratation, la sécrétion d'ADH va être inhibée. Alors, il en résulte que la paroi des différentes parties du tubule rénal devient imperméable à l'eau, d'où la diminution de la réabsorption de l'eau et l'augmentation de l'excrétion d'eau. Le résultat, c'est l'excrétion d'une urine hypotonique très diluée. On peut avoir jusqu'à 20 litres par 24 heures. Par contre, lors d'une hausse d'osmolarité, par exemple, on a une déshydratation, la sécrétion d'ADH va augmenter, ce qui va augmenter la perméabilité à l'eau des membranes apicales des cellules tubulaires. D'où l'augmentation de la réabsorption d'eau et une plus grande quantité d'eau va passer du filtrat vers le milieu interstitiel, puis vers le sang. D'où la diminution de l'excrétion d'eau et la production d'une urine hypertonique très concentrée. On peut avoir jusqu'à 400 à 500 ml par jour. Donc, lorsque la sécrétion d'ADH est diminuée, la réabsorption au niveau du tubule rénal de l'eau est diminuée et la production d'une urine abondante est diluée. C'est-à-dire on a une augmentation de la diurèse. La diurèse, c'est l'élimination de l'eau. Lorsque la sécrétion d'ADH est augmentée, on a une augmentation de la réabsorption d'eau au niveau du tubule rénal, d'où la production d'une urine moins abondante et plus concentrée. Donc, on a une diminution de la diurèse. Donc, lorsque la quantité d'eau dans le milieu intérieur diminue, c'est-à-dire lorsque l'osmolarité augmente, au niveau de l'hypophyse, il y aura sécrétion de l'ADH et l'ADH va augmenter la réabsorption de l'eau, d'où la diminution de la diurèse, c'est-à-dire la diminution de l'élimination rénale de l'eau. Alors, quels sont les effets cellulaires de l'ADH ou bien le mode d'action de l'ADH? Alors, ici, on a en rouge le milieu sanguin, le milieu interstitiel ici en bleu, et en rose, on a la cellule du tubule rénal. Alors, l'ADH va se lier au niveau de la cellule rénale à des récepteurs de type V2 qui sont situés sur les membranes basolatérales des cellules de la portion terminale du tubule collecteur distal et des tubes collecteurs. D'accord? Alors la membrane basale, c'est celle qui fait face au compartiment sanguin. La membrane apicale, c'est celle qui fait face à la lumière du tubule rénal. Alors la liaison
de l'ADH à son récepteur va stimuler une enzyme l'adénylate cyclase ou bien l'adényl cyclase. La stimulation de cette enzyme va provoquer la dégradation de l'ATP en AMP cyclique. L'augmentation du taux intracellulaire en AMP cyclique va activer une protéine kinase de type A. L'augmentation de l'activité de cette protéine kinase va activer des enzymes phosphorylases dont le rôle est de phosphoryler des protéines situées dans les vésicules intracellulaires. Alors, une fois les protéines des vésicules intracellulaires phosphorylées, ils vont fusionner avec la membrane apicale de la cellule du tubule rénal. Alors, dans leur membrane, ces vésicules contiennent des canaux à eau qui sont représentés ici en bleu, c'est-à-dire des pores. Alors, ces canaux, ce sont des protéines de 29 kilodaltons. On les appelle l'aquaporine 2. D'accord, des canaux qu'on appelle l'aquaporine 2 et qui vont rendre la membrane perméable à l'eau. Donc, ces vésicules intracellulaires contenant des canaux perméables à l'eau vont fusionner avec la membrane apicale et les canaux vont être positionnés vers la lumière du tubule rénal de telle façon à laisser passer l'eau. Alors, donc là, on a un récapitulatif de la réabsorption au niveau des différentes parties du tubule rénal. Alors, comme on a vu au niveau du tubule contourné proximal, le sodium va être réabsorbé par un mécanisme de transport actif primaire. Le glucose par un mécanisme de transport actif secondaire de type sympore avec le sodium. La plupart des cations, c'est un transport actif cotransport avec le sodium. La plupart des anions sont transportés passivement. Alors l'eau, on a dit que c'est une réabsorption obligatoire qui a lieu quelle que soit la quantité de l'eau au niveau de l'organisme. Elle n'est pas réglable. Cette réabsorption obligatoire, elle est consécutive à la réabsorption des solutés. C'est-à-dire que la réabsorption d'eau se fait par osmose. Alors, l'urée et les solutés liposolubles sont réabsorbés par diffusion passive. Alors, au niveau de l'anse de Henle, on a dit que l'anse ascendante était imperméable à l'eau, mais perméable au sodium, et de ce fait, elle effectuait une réabsorption obligatoire. On a une réabsorption, d'accord, on a au niveau, de l'anse de la branche ascendante, donc on a cette branche, elle est imperméable à l'eau, mais elle est très perméable au sodium, d'accord. Au niveau de la branche descendante, c'est une branche qui est imperméable au sodium, mais qui est très perméable à l'eau. Donc, au niveau de l'anse de Henle, on a une réabsorption obligatoire d'eau par osmose et on a un transport actif de sodium. Alors, au niveau du tubule contourné distal et du tubule collecteur, on a un transport actif du sodium par l'aldostérone. C'est un transport régulé. Si l'organisme a besoin de sodium, le sodium va être réabsorbé sous l'action de l'aldostérone. On a aussi une réabsorption régulée d'eau, on a un transport facultatif par osmose. Si l'organisme a besoin d'eau, l'eau va être réabsorbée sous l'action de l'ADH. D'accord? Alors pour les ions Cl- et bicarbonate, ils sont transportés passivement. Alors maintenant on va, d'accord, donc là c'est toujours la répartition des fonctions de réabsorption selon les segments du néphron. Alors au niveau du tubule contourné proximal, on a une réabsorption de masse
de 50 à 100% des substances filtrées. Au niveau de l'anse de Henle, on a des différences de perméabilité. On a dit que la branche descendante est très perméable à l'eau, mais imperméable au sodium. La branche ascendante, elle est imperméable à l'eau, mais perméable au sodium. Donc, on a ici, au niveau de l'anse de Henle, une réabsorption supplémentaire des ions et d'eau, soit 15 à 30% des ions et de l'eau restants. Alors, au niveau du tubule contourné distal et du canal collecteur, on a un ajustement fin, d'accord, du volume de l'urine sous l'action de deux hormones, l'aldostérone et la DH. Donc, si la quantité d'eau au niveau de l'organisme est très faible, il y a sécrétion de l'ADH qui va commander la réabsorption de l'eau. Si la quantité de sodium sanguine est très faible, il y a sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien qui va commander la réabsorption des ions sodium. Donc, on a la production d'une urine finale qui va participer au contrôle homéostasique de la volémie. Maintenant, on va parler de la sécrétion tubulaire. C'est quoi la sécrétion tubulaire? La sécrétion tubulaire est le passage des molécules du sang des capillaires péritubulaires vers le filtrat à travers la cellule du tubule rénal. C'est la troisième étape de la formation de l'urine. Donc, on a ici le néphron rénal qui est représenté en jaune et là, on a les capillaires péritubulaires. La sécrétion, c'est le passage des substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire comme indiqué par cette flèche verte. C'est quoi le but de la sécrétion? La sécrétion a pour but d'éliminer des substances qui n'ont pas été filtrées, notamment certains médicaments. Éliminer des substances nuisibles qui ont été réabsorbées passivement, comme l'urée et l'acide urique. Débarrasser l'organisme des substances en surplus dans le sang, notamment les ions K+. Régler le pH sanguin, c'est-à-dire l'équilibre acido-basique par sécrétion des ions Na+ et ammonium. Alors, on va commencer par la sécrétion de K+. En règle générale, la plupart des ions potassium filtrés sont réabsorbés dans le tubule contourné proximal, l'anse de Henle et le tubule contourné distal. Toutefois, afin de contrebalancer les variations de l'apport alimentaire en ions K+, et de maintenir l'homéostasie de la concentration des liquides organiques en ions K+, les cellules des tubules collecteurs vont sécréter une quantité variable de ces ions. Alors, la sécrétion des ions potassium augmente en présence de l'hormone aldostérone et d'une concentration élevée du plasma en ions K+. Alors, soulignons que si la concentration en K+ dans le plasma passe du simple au double, des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir. À des concentrations plus élevées, on peut avoir même un arrêt cardiaque. D'où l'importance
de la sécrétion de ces ions. Alors, pour la sécrétion des ions H+, la sécrétion des ions H+, permet le maintien du pH sanguin. D'accord? Alors, l'augmentation de la sécrétion d'ions H+, va augmenter le pH sanguin. La diminution de la sécrétion des ions H+, va diminuer le pH sanguin. Alors, on va parler de la sécrétion des ions H+, dans le tubule contourné proximal. Toujours ici, on a le compartiment sanguin, le compartiment interstitiel et la lumière. Là, c'est le compartiment rénal avec la lumière tubulaire et la cellule du tubule rénal. Alors, dans le tubule contourné proximal, la sécrétion des ions H+, est effectuée par des antiporteurs Na+, H+, qui fonctionnent par transport actif secondaire. Alors, l'ion H+, sécrété dans la lumière tubulaire, réagit avec les ions bicarbonate HCO3- filtré pour former de l'acide carbonique du H2CO3. L'acide carbonique va se dissocier en CO2 et en H2O sous l'effet de l'enzyme anhydrase carbonique représentée ici par Ca. Le CO2 formé diffuse dans la cellule tubulaire, il s'unit à l'eau pour donner de l'acide carbonique qui va se décomposer en ion H+ et en ion HCO3-. Alors, l'ion HCO3- va ensuite traverser les membranes basolatérales pour rejoindre les capillaires péritubulaires à l'aide de symporteurs Na+HCO3- ou d'antiporteurs Cl- HCO3-. Donc, l'ion HCO3- ainsi régénéré va traverser les membranes basolatérales pour rejoindre les capillaires péritubulaires à l'aide de symporteurs Na+, HCO3- ou d'antiporteurs Cl- HCO3-. Alors, la sécrétion des ions H+ dans les tubules collecteurs. Dans les tubules collecteurs, la situation est quelque peu différente car les ions H+ sont sécrétés par transport actif primaire. La pompe à hydrogène utilise elle-même de l'ATP et peut déplacer les ions H+ contre un gradient de concentration de 1000 fois. Donc, l'urine peut être jusqu'à 1000 fois plus acide que le sang. Alors, à l'intérieur de la cellule du tube collecteur, les ions HCO3- qui restent après la dissociation de l'acide carbonique de H2CO3 vont rejoindre le liquide interstitiel pour ensuite diffuser dans les capillaires péritubulaires. Alors maintenant, la sécrétion des ions NH3 et NH+4, l'ammoniac NH3, c'est un déchet toxique provenant de la désamination des acides aminés par les cellules du foie. Le foie va transformer une grande partie de l'ammoniac en un composé moins toxique appelé urée qui va être excrété dans l'urine. Alors, l'ammoniac peut
peut également s'incorporer à d'autres acides aminés comme la glutamine. Alors, soulignons que la glutamine est très perméable et peut faire passer l'ammoniac dans plusieurs tissus, notamment les reins. Alors, ainsi, dans les reins, la glutamine pénètre dans les cellules du tubule proximal par syn-pore avec le sodium. Elle est scindée ensuite en NH+4, c'est-à-dire les ions ammonium, et en glutamate GLU- par les glutaminases mitochondriales et cytoplasmiques. Le NH+4 produit va être sécrété dans la lumière du tubule proximal par deux voies. La première voie, soit directement en échange de la réabsorption d'un ion Na+, par l'intermédiaire d'un antiporteur NHE3, soit après s'être dissocié en NH3 et en H+. Le NH3 diffuse dans la lumière tubulaire où il peut réagir avec l'ion H+ sécrété pour former de nouveau des ions NH+4 qui seront éliminés dans l'urine. Alors, la production d'ammonium par le rein à partir de la glutamine permet d'éliminer les ions H+ en cas d'acidose. En effet, la production d'ammonium dans les tubules contournés proximaux dépend du pH sanguin. Elle augmente en acidose, c'est-à-dire lorsque le pH sanguin est inférieur à 7,35. Il diminue en alcalose lorsque le pH sanguin est supérieur à 7,45. Alors, l'ammoniurie, c'est-à-dire le taux d'ion ammonium dans les urines des 24 heures, va permettre d'évaluer la capacité globale du rein à excréter une charge acide. Les ions H+ sécrétés peuvent être également tamponnés dans la lumière du tubule par du phosphate et former des ions H2PO4-, c'est-à-dire du dihydrogénophosphate. Alors, notons que ces substances ionisées NH+4 et H2PO4- ne peuvent pas diffuser de nouveau dans les cellules tubulaires et sont donc excrétées dans l'urine. Alors maintenant, on va parler des voies excrétrices de l'urine. Alors, les voies excrétrices de l'urine comprennent trois composantes: les deux uretères, la vessie et l'urètre. Leur rôle principal est d'évacuer l'urine produite par les reins hors de l'organisme. Pour les uretères, il y a deux uretères, un pour chaque rein. Ce sont des tubes étroits d'une longueur de 25 à 30 cm environ. Ils prennent naissance dans le bassinet, quittent le rein par le hile pour descendre le long de la
paroi postérieure de la cavité abdominale et aboutir dans la vessie. La principale fonction des uretères est le transport de l'urine depuis le bassinet jusqu'à la vessie. Alors, grâce à des ondes péristaltiques. Ce sont des contractions périodiques qui vont débuter au niveau du bassinet rénal. Les urines descendent le long des uretères toutes les 20 ou 30 secondes plutôt qu'en flux continu. Alors, ces ondes péristaltiques entraînent l'ouverture du méa urétéral, c'est-à-dire l'ouverture dans la vessie de chaque uretère. Ce méa urétéral va être ouvert pendant quelques secondes pour laisser passer l'urine. Puis il se referme jusqu'à la prochaine onde. Alors, signalons que la fréquence des ondes péristaltiques va augmenter avec le volume d'urine produit. Plus le volume d'urine produit augmente, plus la fréquence des ondes péristaltiques augmente. Alors maintenant, la vessie se présente sous forme d'une poche dont la paroi épaisse est formée de tissu épithélial et de muscles lisses qu'on appelle le muscle détrusor ou le muscle vésical. Elle sert de réservoir à l'urine et sa capacité en moyenne, elle est de 700 à 800 ml. Alors, l'urètre, qui est la dernière partie du système urinaire, est un petit tube qui part du plancher de la vessie et qui débouche vers l'extérieur de l'organisme. Il permet de transporter l'urine de la vessie jusqu'au méa urinaire. L'urètre communique avec la vessie et l'extérieur par deux orifices. L'orifice se trouvant à l'apex de la vessie, qui est l'orifice urétral interne. Et l'orifice qui donne sur l'extérieur, qui est l'orifice urétral externe. Alors, ces deux orifices sont entourés par des muscles circulaires appelés les sphincters. Le sphincter interne de l'urètre est formé de muscles lisses, alors que le sphincter externe est composé de muscles striés. L'expulsion de l'urine hors de la vessie, c'est ce qu'on appelle la miction. Alors, comment se fait le contrôle de la miction? La miction est assurée par une association d'un flux nerveux volontaire provenant du cerveau et involontaire provenant de la moelle épiliaire. Alors, chez l'adulte, la miction se produit quand le muscle détrusor se contracte et il se produit alors un relâchement réflexe du sphincter interne, c'est une commande involontaire, et un relâchement volontaire du sphincter externe, c'est une commande volontaire.